Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia, spécialiste français des fermes éoliennes et solaires cotées à la Bourse de Paris, qui capitalise quasiment 1 milliard d'euros. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Un poids boursier qui a fondu de moitié en un an. Je me dis, mais pourquoi ce désamour entre les investisseurs et les valeurs renouvelables? Vous n'êtes pas le seul concerné. Toute la cote et les concurrents subissent cette même désaffection. Comment vous l'expliquez, vous? Je me l'explique difficilement, à vrai dire, puisque les analystes boursiers montrent bien que la somme des parties est nettement au-dessus des cours de bourse. Alors je pense que c'est un phénomène qui est d'ailleurs un peu plus européen que américain, par exemple. Et a fortiori, c'est encore beaucoup moins le cas dans les sociétés cotées dans les pays émergents. Voilà, donc on a vécu par le passé d'autres périodes où il y avait cet écart de valorisation entre les cours boursiers et les valeurs. Et dans le bon sens, après post-Covid, les valeurs ont flambé. Et puis, ça n'a pas tenu. Comment vous l'expliquez? Moi, j'ai réfléchi, mais vous connaissez mieux le sujet que moi. Je me suis dit, bon, peut-être la hausse des taux d'intérêt violente a fait mal au secteur, mais j'aurais dire, elle est derrière nous désormais. Donc, Exactement. C'est clair que les taux d'intérêt ont joué un rôle plus important dans notre secteur. Dans la désaffection, oui, ça a pesé un point important. Je pense aussi que... et donc ça, effectivement, c'est derrière nous. Je dirais même que la tendance s'est déjà retournée. Voilà, alors il y a quelques autres facteurs d'explication, mais qui, je pense, sont finalement pas si importants, même peut-être parfois pas si objectifs. Et donc le cycle se retournera forcément. Donc c'est une mauvaise passe pour les valeurs renouvelables en bourse? Oui, c'est vrai, et ça se voit quand on regarde tous les acteurs indépendants cotés en Europe, vous le dites, ça a affecté Voltalia, mais aussi d'autres. La baisse des prix des énergies fossiles, ça pénalise aussi, là encore de manière conjoncturelle, les énergies renouvelables, puisqu'elles retrouvent... Alors, pas vraiment. Non? Ah, d'accord, ok. C'est une question. Ah, non, mais tout à fait. Et là, c'est une réponse. Écoutez, non, pas vraiment, parce que nous signons des contrats de 20 ans. Donc, pendant cette période de 20 ans, les prix du marché court terme évoluent, sans pourtant affecter nos cash flows. Donc, ça ne joue finalement que indirectement. Quand les prix sont... dans le marché court terme sont élevés, ça peut inciter des entreprises à signer des contrats qu'on appelle des corporate PPA directement avec les producteurs d'électricité pour profiter pendant les premières années de leur contrat de 20 ans d'un écart de prix favorable. Bon. Et donc, je reviens, pardon, mais on est sur Boursorama, je regardais le cours actuel, on est à 7,50 € de Voltalia. Je crois qu'il n'est pas très éloigné de son cours d'introduction en bourse de 2014, mais je ne l'ai plus en tête, c'était 8... Oui, c'était un peu... Non, ça reste... Si on inclut bien les... il y a eu des augmentations de capital, donc si on rebase bien, on est un peu au-dessus, mais effectivement, c'est... Est-ce que c'est une aberration économique pour vous? Parce que j'imagine que le groupe a changé de dimension en 10 ans. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. L'entreprise a fait grossir un peu tous ses métriques, mais si je prends par exemple l'EBITDA, la marge brute, elle a augmenté d'à peu près 40% par an. Donc un changement d'échelle complet, un taux de croissance plutôt supérieur à celui de notre secteur, qui grossit d'à peu près 20% par an. Et donc, pourquoi c'est aussi mal valorisé par la bourse? J'avoue que je reviens à ma question première que j'ai... Moi, je pose. C'est difficile pour moi de répondre parce que, en fait, c'est des actes d'achat des investisseurs, notamment institutionnels. Alors, vous avez cité les taux d'intérêt. On peut aussi citer le fait que les fonds, les SICAV, ESG, qui évidemment recherchent des valeurs comme Voltalia, ont eu une décollecte pendant plusieurs trimestres de suite. Donc, forcément, ça affecte 2023. Plus les sociétés comme Voltalia que d'autres. C'est pour ça, je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons, mais elles sont cycliques. Bon, après le portefeuille de projets en développement, c'est, alors, je ne suis pas un expert, 17 gigawatts et 2,5 de capacité en opération. Donc tout ça est en forte croissance. Le plan de marche continue, le développement se poursuit. Absolument. Absolument. On a eu un bon premier semestre. On a annoncé nos chiffres tout récemment, avec une production qui a augmenté sur le premier semestre de 13%, un chiffre d'affaires de 28%, un EBITDA de 34%,
40%, donc assez en ligne avec ces 40% dont je vous parle. Et donc, oui, le plan de marche, on voit qu'il s'exécute au premier semestre avec ces bonnes relations entre l'EBITDA monte plus vite que le chiffre d'affaires, qui lui monte plus vite que la production. Donc la tendance de toutes les dernières années se trouve encore confirmée pour ce semestre-ci. Et on a confirmé nos objectifs pour 2027. Oui, donc la situation avance. France et Brésil, c'est vos deux marchés principaux, j'ai vu. Oui, mais aussi de nombreux autres pays. Ça pèse combien, la France et le Brésil? La France et le Brésil pèsent à peu près 60% du total. En tête, et donc, les autres pays commencent à prendre vraiment... C'est là où on fait le plus de croissance, commencent à prendre du poids, parce qu'il y a encore 2 ans, par exemple, le total des deux représentait plutôt de 80%. Et là, aujourd'hui... Moitié-moitié entre solaire et éolien? Alors, oui, exactement, moitié-moitié. Et pour la première fois, pendant ce semestre-là, on a produit plus d'électricité solaire que d'électricité éolienne, parce que le solaire est le segment du renouvelable qui croît le plus vite, l'éolien aussi, mais le solaire plus vite encore. Et donc j'ai lu, c'est dans la presse, que vous réfléchissiez, vous l'avez dit, carrément, pourquoi pas sortir de la bourse. Vous en êtes où dans votre réflexion? Qui va décider et quand est-ce que vous arrêterez votre choix de rester ou pas en bourse? Alors, ce n'est pas bien sûr le choix de l'entreprise. Ce qui est vrai, c'est que la question se pose à tous les acteurs du renouvelable. Les écarts sont tels. De combien, les écarts de valorisation? Si vous prenez... Vous estimez de sous-valoriser de combien? Si vous prenez les sommes des parties, pour prendre un chiffre objectif, moi, l'écart est encore plus grand pour moi, mais si vous prenez les sommes des parties des analystes, c'est plus que 2 fois plus notre cours. Donc vous êtes sous-valorisé de 50%? De 50%. Et à mon avis, d'encore plus. Et quand on regarde les transactions qui se font en dehors du marché boursier, l'écart est plus grand encore. Lorsque des entreprises achètent ou vendent. Là, on a vu Neoen dans l'actualité. Il est venu nous voir avant l'été, Xavier Barbaro, le patron de Neoen. Plus de 6 milliards d'euros, j'ai plus le chiffre en tête. C'est ça. Acheté par un fonds canadien. C'est ça. Et il n'est pas le seul. Le leader sur des niveaux de valorisation qui sont facilement le double de celle de Voltalia. Le leader allemand est en train de terminer sa sortie de bourse. Le leader suédois est en cours de le faire. Vous voyez, sur quelques mois. Un acteur d'un peu plus petite taille en Espagne l'a déjà fait. Le leader portugais est en train de le faire. Le leader grec est en train de le faire. De voir tous ces acteurs, ces pure players européens du renouvelable qui soit sortent de la bourse, soit effectivement passent dans l'escarcelle de géants du capital investissement. Ça nous dit quoi? Et qu'il y a des bonnes affaires à faire du point de vue du fonds d'investissement. Voilà, et donc peut-être aussi des bonnes affaires pour ceux qui achètent des actions de sociétés faiblement valorisées, puisque ça... dans le fond, ils sont eux-mêmes actionnaires. Donc voilà, mais pour autant, c'est une question qui se pose à tous les acteurs du secteur, mais les réponses sont à trouver chez les actionnaires. Et alors justement, les actionnaires de Voltalia, c'est la famille Mulliez? C'est la famille Mulliez, et donc si tant est qu'ils souhaitent mener une réflexion, c'est bien à eux de la faire, plus que l'entreprise. Donc il n'y a pas de date d'échéance où vous saurez si ou non l'actionnaire souhaite sortir de la bourse. Il y a eu dans l'actualité, au premier semestre, j'ai vu... Voltalia a pâti d'une coupure inopinée de certains réseaux électriques au Brésil cet été. Racontez-nous, j'ai compris que le réseau de transport électrique était sous-dimensionné, mais ça va vous pénaliser à hauteur de 40 millions d'euros sur votre excédent brut d'exploitation cette année. Expliquez-nous un petit peu, parce que c'est peut-être ça aussi qui a un peu... Et ça joue aussi. fait du mal à l'action. Donc, un réseau électrique a besoin d'avoir autant d'électricité qui rentre dans ce réseau que d'électricité qui sort, et ce, à tout moment. Et tous les réseaux électriques du monde, chaque année, même chaque semaine, ont besoin d'ajuster l'offre pour pas que ça disjoncte sur le réseau, pour que ça suive bien la demande, la consommation. Il faut qu'il y ait à tout moment autant d'électricité qui rentre que d'électricité qui sort. Et on a ça en France chaque mois qui passe, mais à des échelles diverses. Et au Brésil, qui historiquement est un des pays du monde où on a eu le moins d'écrêtement, a vu cette proportion augmenter cet été, parce qu'ils ont pris des mesures
temporaire dans la crainte d'avoir une coupure générale. Ces mesures ce réseau fonctionne très bien, hein, c'est un des plus grands réseaux du monde au Brésil, c'est plus grand que le réseau français en termes de capacité, pas seulement de kilomètres. C'est aussi un réseau plus jeune que les réseaux européens, donc il fonctionne et il n'a historiquement eu, je vous le dis, très peu de sujets, mais pour autant, ils ont craint ces coupures générales parce qu'ils en ont eu une l'année dernière qui a affecté São Paulo et toute une bonne partie du pays. Donc ils ont pris des mesures temporaires pour assurer la stabilité et ça va se résoudre. Et ce chiffre de 40 millions, je le précise, c'est ce que ça nous coûterait si il n'y a pas de compensation. Les coupures, voilà, s'il n'y avait pas de compensation financière. Il y aura des compensations financières de la part du gouvernement brésilien. Ce qui est prévu dans la loi brésilienne, comme dans la loi française, comme dans la loi. Alors, les techniciens ont des débats sur les proportions exactes. Et le principe, non, puisque c'est un peu comme en France, il n'y a pas de contrat à proprement parler entre un producteur d'électricité et, en France, c'est RTE. RTE est une entité régulée qui a le devoir de transporter l'électricité. Et puis, s'il y a une urgence quelque part sur le réseau, il a le droit de couper cette production, mais pas n'importe comment et pas sans compenser en fonction des causes. Donc, il y aura une compensation, mais vous n'en connaissez pas le montant. Exactement. Ni l'échéance. Et l'échéance, pas tout à fait non plus. Je pense que ça va durer un petit peu de temps, parce que historiquement, quand il y a eu un problème similaire, il y a maintenant pas loin de 15 ans au Brésil, ça avait pris pas mal de temps pour fixer le montant exact. Il peut y avoir d'autres coupures à venir au Brésil, ou c'est une histoire, c'est les parenthèses refermées? Alors, toujours aujourd'hui, il y a une partie des centrales brésiliennes, ça affecte tout le secteur, hein, pas seulement Voltalia, tous les producteurs, et ça continue tant qu'ils ne sortent pas de ce mode de surprudence, je dirais, mais qui est en cours de résolution, puisque ce réseau électrique fonctionnait très bien pendant des décennies. Bon, donc tout ça a conduit à une perte exceptionnelle de 15,7 millions d'euros au premier semestre. Je pense. Alors, elle est saisonnière. Tous les semestres, nous avons... Parce que forcément, notre activité, vous l'imaginez bien, c'est pas la même chose selon la saison. Et donc, l'année dernière, comme les années précédentes, hein, il y avait une perte saisonnière, mais un profit annuel. Ouais. Donc, nous avons une perte saisonnière qui est en réduction. Hein, donc, ça montre qu'on a eu un premier semestre satisfaisant, qui est en réduction de près de 20%, et qui montre la progression de l'entreprise. Et donc la profitabilité sur l'année sera au rendez-vous? Alors nous n'avons pas de guidelines sur le résultat net, mais chacun peut regarder les tendances. Bon, avant de se quitter, qu'est-ce que vous dites à ceux qui ne sont pas actionnaires de Voltalia, ou ceux qui le sont et qui disent mon Dieu, le cours de bourse a perdu autant sur un an? Ça présente une opportunité, tout simplement. Une opportunité qui est financière, mais dans un secteur qui est extrêmement porteur. Hein. Le renouvelable représente dans le monde entier la majorité des capacités électriques qui sont construites, et ce depuis longtemps, à un coût compétitif. Donc cette tendance est encore plus forte dans les pays émergents qui regardent très précautionneusement le coût de production de leur électricité, encore plus que... On est sur combien d'ailleurs aujourd'hui sur le renouvelable, le solaire ou l'éolien en coût par rapport au nucléaire, alors nucléaire amorti, c'est 50-60 euros le mégawattheure, c'est ça, non? Et je vois que vous dites le mot important, amorti. Les centrales qui sont pas les centrales. Et effectivement, une fois qu'une centrale est amortie, il reste à payer ses coûts de fonctionnement et de mettre de l'argent de côté pour le coût de démantèlement. Donc il y a différentes études, mais qui sont effectivement aux environs de 50 euros du mégawattheure. Alors que le nucléaire neuf, évidemment, il faut aussi amortir la centrale. Flamanville. Et Flamanville, on voit que le CAPEX, hein, le coût d'investissement de Flamanville par mégawatt est 20 fois supérieur. 20 fois au CAPEX pour une centrale solaire. Donc ça part. Bon, mais une centrale éolienne solaire produit le jour, et il faut aussi de l'électricité de la nuit. Donc ce qui justifie tout à fait un mix énergétique avec du nucléaire. Mais en tout cas, pour répondre à la question plus mondiale, puisque pour nous, on est dans de nombreux pays qui n'ont donc pas de nucléaire et qui avancent vers le renouvelable sans nucléaire, hein, comme la grande majorité des pays du monde sont dans cette situation, ils comparent les coûts, et on voit bien que le coût du mégawattheure renouvelable, dans les meilleurs pays du monde, est aux environs de 15, 20,
20 euros du mégawattheure, là où il y a... Éolien ou solaire, les deux. Voilà, éolien un petit peu plus, plutôt 20-25. Hein. Ouais. Dans les meilleurs endroits du monde, hein, et puis dans les endroits un peu moins bons, parce qu'on n'a pas la place de faire des grandes centrales avec des économies d'échelle, ou bien il y a un peu moins de vent et moins de soleil. Ben là, on peut être dans les 60-70 euros du mégawattheure, hein, pour vous donner des ordres de grandeur. Et la nuit, comment ça se passe avec l'intermittence, puisqu'il n'y a pas de soleil la nuit? Mais par contre, il y a du vent. Ouais. Mais il se peut aussi qu'il y ait des nuits sans vent. Ouais. Et lorsqu'il y a une nuit sans vent, qu'est-ce que l'on fait? Alors, on parle aujourd'hui beaucoup de stockage. Exactement, c'était ma question. Le coût du stockage a énormément baissé, donc la prévalence du stockage pendant ces nuits sans vent part de zéro et augmente. Comment on stocke ça? Dans une batterie. Ouais. Dans une batterie. Une batterie, c'est une réaction chimique qui fonctionne à l'électricité dans un sens, et puis quand on la fait marcher dans l'autre sens, elle restitue l'énergie, elle restitue plus de 80% de l'énergie qu'elle a consommée dans l'autre sens. Mais il n'y a pas que les batteries. Hein. Il y a aussi que les nuits sans vent, on va peut-être moins se chauffer en attendant le matin pour mettre le thermostat un peu plus fort. Donc il va y avoir une série de... Et puis on va mieux interconnecter nos réseaux, de sorte que là où c'est possible qu'il n'y ait pas du tout de vent en France, ce qui est quasiment jamais le cas, hein, en tout cas c'est impossible qu'il n'y en ait pas du tout dans l'Europe. Donc il y a toutes sortes de mesures qui vont se prendre, mais oui, le stockage par batterie émerge fortement. Voltalia, d'ailleurs, il a conquis des marchés significatifs. Et dès lors qu'on peut investir dans ces batteries avec le même business model que dans nos centrales éoliennes et solaires, c'est-à-dire avec des contrats de 20 ans, alors on est là pour répondre à cette demande. L'activité se porte bien. Je me dis que d'un côté, c'est déprimant pour vous de voir le cours de bourse. En même temps, vous ne devez pas le regarder tous les jours. Il ne faut pas être déprimé dans la vie. Oui, vous avez raison. Mais autant, il y a de quoi être réjoui. Je veux dire, quand je vous écoute, le carnet de commandes, tous les clientants sont ouverts. Oui. Et notre carnet de commandes, donc notre chiffre d'affaires futur qui est déjà sous contrat, représente pas loin de 8 milliards d'euros. Donc, vous voyez, par rapport à un chiffre d'affaires du premier semestre qui est à 250 millions d'euros, vous voyez à quel point on a engrangé de l'activité pour les 20 ans qui viennent. Et cette valeur est reconnue dans le non-coté. Les transactions, ils sont nombreuses. Ouais. Hein, mais pas dans le côté. Mais dans le côté... à un moment donné où et peut-être aussi c'est la taille de notre capitalisation qui peut aussi jouer. Vous voyez, en plus des taux d'intérêt, comme on le disait tout à l'heure. Bon, merci de passer nous voir. Entretien avec Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia. Entretien à retrouver dès 14h en replay sur Boursorama. Merci à vous. Merci.